Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Pierre Gou, bonjour. Bonjour Raphaël, ravi d'être avec vous. Vous êtes écrivain, auteur de Révolution bleue, La Petite Princesse. Alors le titre La Petite Princesse, ça évoque évidemment Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est pas la suite que Antoine de Saint-Exupéry avait promis d'écrire pour sa femme, c'est autre chose, c'est le point de départ de votre travail. Oui, le point de départ, c'est une petite fille qui est surnommée la petite princesse et qui découvre au fur et à mesure quelle est la clé de la Révolution bleue. Et la Révolution bleue, c'est le processus de transformation écologique de toute la société à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui œuvrent à cette transition. Et elle découvre au fur et à mesure qu'elle a un secret qui est dans son cœur pour activer non seulement cette transformation écologique du monde, mais aussi la métamorphose de l'humanité. Et pour chercher ce secret, elle part à la recherche justement de ce manuscrit que vous mentionniez, parce que 6 mois avant sa mort, Manuscrit qui n'existe pas. qui n'existe pas, mais 6 mois avant sa mort, il a promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince. La lettre a été publiée qu'en 2021. Mais comme c'était 6 mois avant sa mort, c'est peut-être dans des manuscrits, ou en tout cas, il l'a imaginé, et c'est peut-être dans cet inconscient collectif. Donc elle part à sa recherche, on ne sait pas si elle va le chercher dans le monde réel ou pas, mais dans ce manuscrit, il y aurait la clé d'activation de la suite de l'humanité. Clé que finalement on trouve dans la couverture même du Petit Prince. Exactement. Alors le Petit Prince, c'est un livre qui a eu de multiples interprétations. Et en écrivant ce livre, m'est venue une idée justement pour savoir quelle transformation d'Homo sapiens pourrait faciliter la transition écologique. En fait, quand vous regardez le Petit Prince, vous voyez quoi? Un gigantesque petit enfant sur une petite planète. Et moi, j'ai toujours été frappé par ce rapport d'échelle. Et en regardant Le Petit Prince, je me suis dit peut-être que ce n'est pas un individu, mais une somme d'individus, et que c'est peut-être comme un collectif humain planétaire qui habitait sur une petite planète. Et nous, l'humanité, aujourd'hui, on a des défis qui sont globaux et collectifs, et on ne pourra pas les aborder séparés entre pays. Il faudra qu'on forme un tout, une humanité, pour adresser ce challenge des limites planétaires. Et donc, la suite de l'humanité, ça serait de former un collectif, et de prendre conscience de nous-mêmes en tant qu'humanité et de devenir un organe de la biosphère. Et Saint-Exupéry a caché ça dans Le Petit Prince, parce que quand vous regardez le voyage du Petit Prince avant la Terre, à chaque fois, il va sur 6 planètes où il y a toujours un gigantesque humain sur une petite planète. Et c'est à chaque fois des collectifs planétaires qui sont malades. Le buveur, le vaniteux, le businessman. Et ce sont des maladies de l'humanité. Et nous, on doit travailler à deux échelles, c'est-à-dire à la réalisation de soi comme individu, mais aussi participer à ce collectif, et que ce collectif, quand il prend conscience de lui-même, on va s'apercevoir qu'il doit complètement changer son métabolisme et l'économie et le métabolisme de ce grand humain. Et ce grand humain, moi je l'appelle Homo biosphéris. Alors, à la base, vous êtes mathématicien, vous avez travaillé beaucoup sur les questions d'énergie avant de Oui, devenir écrivain, de développer ce concept de révolution bleue. Mais c'est la rencontre avec Olivier Daguet, oui. le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui préside sa fondation, qui a transformé votre œuvre et finalement qui vous a donné le point de départ Alors, de cette nouvelle saga. au départ, quand j'ai écrit ce livre, j'avais déjà l'idée que Le Petit Prince puisse être l'attracteur de la suite de l'humanité, et j'avais déjà trouvé cette lettre sur la suite de La Petite Princesse qui avait été promise par Saint-Exupéry à sa femme. Mais quand j'ai rencontré Olivier Daguet, c'était complètement par hasard, il avait lu mes précédents romans, et quand il a vu que j'avais écrit La Petite Princesse, lui aussi était au courant de cette lettre. Il a voulu être partenaire de ce livre, d'ailleurs il en a écrit la préface, et pour moi c'était un tel honneur, c'était comme si Saint-Exupéry lui-même légitimait ce travail, et je me sentais au départ un peu illégitime, parce que Le Petit Prince c'est un monstre sacré, c'est même le plus grand monstre sacré de la littérature mondiale, et le fait que lui, le reste de la famille, ses équipes soient au chevet de cette petite princesse, ça m'a amené à le réécrire pour essayer de donner le maximum et de rendre honneur à Saint-Ex dont la vie s'est arrêtée peut-être trop tôt, et il aurait peut-être eu d'autres messages. Donc il y avait l'idée, sans que ça soit un conte philosophique dans la lignée du Petit Prince, de rendre hommage à toute la pensée de Saint-Exupéry, et ce livre est empreint de la pensée de Saint-Exupéry, et donc d'une empreinte lyonnaise, évidemment. C'est pour ça que vous avez fait le lancement hier à Lyon, à la Commune, avec Olivier Daguet évidemment, Oui, mais aussi avec l'astrophysicienne Hélène Courtois, ouais. qui elle aussi, quelque part, regarde l'humanité de très loin. Ben, pour moi, elle incarne en fait cette nouvelle humanité, parce que si on était un gigantesque humain sur la Terre, on ferait un gigantesque humain de 287 millions de tonnes qui a les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Et elle a vraiment les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, parce qu'elle est vraiment sur le terrain avec beaucoup
d'action sur les lycées défavorisés, mais aussi la tête dans les étoiles à regarder les plus grandes structures du cosmos. Et hier, elle nous a vraiment émerveillés. Et l'émerveillement est une des grandes valeurs de la Révolution bleue. Vous avez commencé l'écriture, je crois, avec la lecture de Bernard Werber, avec qui vous aviez lancé même la première, votre Révolution des fourmis. Exactement. La Révolution bleue, c'est la suite? Oui, il y a 25 ans, j'avais rencontré Bernard Werber. À l'époque, il venait de créer un livre qui s'appelait La Révolution des fourmis, dans lequel l'humanité s'inspirait de la façon dont les insectes sociaux avaient résolu les problèmes de collectif pour transformer l'humanité. Et à l'époque, on avait créé un site internet avec Bernard, une communauté qui était une des plus grosses communautés digitales en 96. Il y avait l'idée de faire cette révolution des fourmis. Puis à un moment, je me suis dit que l'image des fourmis, c'était une image qui n'était pas humaine et que c'était une image qui ne donnait pas assez envie aux gens. Donc je m'étais dit, il faudrait que je crée ma propre révolution. Et j'avais déjà l'idée de cette révolution bleue, parce que c'était un terme qui a été inventé par le peintre Yves Klein, qui est un peintre niçois. Moi, je suis d'origine niçoise. Et je me disais qu'une révolution bleue, c'était quelque chose, voilà, une couleur qui peut inspirer, qui évoque le futur, qui évoque l'horizon. Mais par contre, je ne savais pas que ça me prendrait 25 ans à imaginer ma révolution bleue. Mais effectivement, la genèse prend ses racines dans cette révolution des fourmis avec Bernard Werber. La Révolution bleue, c'est finalement comment chacun d'entre nous peut faire une transition écologique. Alors, c'est ça. Mais de manière plus générale, révolution, c'est la concaténation du mot rêve et du mot d'évolution. Et c'est de participer au rêve d'évolution d'Homo sapiens vers cet Homo biocéride. C'est-à-dire que chacun de nous, par nos petits rêves, on contribue à un grand rêve qui est la suite de l'humanité. Et ce grand rêve de la suite de l'humanité est lui-même un grand rêve de la Terre, de Gaïa la Terre, puisque l'humanité n'est pas quelque chose de séparé de la Terre, on fait partie de la Terre. On doit rendre des fonctions vitales à la Terre. Et une de ces fonctions, c'est d'expliquer dans quel univers vit cette planète. Et des personnes comme Hélène Courtois servent ce grand dessein de l'évolution de l'humanité au service de la biosphère pour la connaissance de l'univers. Vous avez déjà écrit la suite? Alors, il y a déjà un tome 2 et un tome 3, une première version qui a été écrite. Et là, je vais, quand j'aurai fini ma tournée de lancement, poursuivre l'écriture. Ça sortira au début de l'année prochaine. Mais il y a déjà beaucoup de choses. Il y a plus de 3 ans d'écriture dans celui-là. Il y a 10 ans de recherche dedans. Donc je pense que les gens, il y a déjà beaucoup de choses à débattre. Et aussi beaucoup d'outils, beaucoup de clés qui permettent de rendre la transformation écologique qui est déjà en cours plus efficace, plus douce, plus inclusive. Parce que moi, je crois vraiment à ça. Une écologie qui ne soit pas une écologie du jugement, mais qui soit une écologie on va dire, des solutions, mais plus que ça, une économie de la joie, une économie de l'enthousiasme, une économie du plus. C'est-à-dire, on parle souvent de l'écologie du moins de ceci, moins de cela. Mais ici, c'est une écologie qui est basée sur la joie, sur l'enthousiasme, sur la créativité, sur l'amour, sur le partage. Et le but du livre, c'est de donner aux gens envie d'aller dans cette révolution bleue et donc de participer à cette transition écologique du monde en créant des liens entre les humains, parce que c'est ça qui nous procure de la joie. Pour ceux qui n'ont pas lu votre œuvre, vous conseillez de commencer par cet album-là, oui. Et éventuellement de lire les autres après. Oui, il y avait 2 livres qui avaient été écrits avant, une saga qui s'appelle Siècle bleu, dans lequel les héros ont leur genèse, mais la Révolution bleue, les 3 tomes, c'est une saga en tant que telle, donc vous pouvez complètement la lire sans avoir lu les précédents et les lire après, comme un préquel. Mais le message le plus important pour l'humanité et pour la transition écologique, il est vraiment dans La Petite Princesse, donc commencez par celui-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par celui-là, c'est là où il y a le message le plus important. On ne va pas tout spolier, mais vous parlez d'une élection présidentielle entre l'extrême droite et une candidate de la Révolution bleue. C'est comme ça que vous imaginez l'avenir pour la France? Moi, j'aime pas trop le fatalisme en général, quoi. Et je pense que l'imprévu peut survenir, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois l'effervescence qu'il y a autour de ces mouvements de changemakers, d'acteurs du changement, la possibilité qu'il y ait des candidats de la société civile qui montent des listes et qui montent un mouvement, quand on voit le côté très désuet ou démodé des partis qui sont en présence, si les citoyens s'organisent pour monter des candidatures, je pense que ce qui est de la fiction là-dedans pourrait devenir réalité. Il y a 3 ans pour s'en occuper, donc il y a le temps de s'organiser. Et vous ne croyez pas aux partis, notamment au Parti écologiste qui dirige la ville de Lyon?
Alors, mais au niveau des villes, il y a eu et Lyon, c'est quand même la plus grande ville écologiste de France, donc je crois au parti. Et il y a beaucoup d'écologistes qui regardent ça. Et la Révolution bleue n'est pas un parti. C'est des candidats qui décident de prendre des valeurs de la Révolution bleue. Donc tout parti peut se référer de la Révolution bleue, écologiste ou pas écologiste. Ce qu'il faut, c'est adhérer à un certain nombre de choses, à une sorte je dirais, d'état d'esprit, mais le parti écologiste le fait. Et là, c'est une candidate qui est issue de la société civile, mais elle aurait pu être issue d'un parti. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élus écologistes qui sont en train de lire ce livre, et je leur ai dit, puisez là-dedans, s'il y a des choses qui peuvent vous aider à être plus fort, et voilà, piochez là-dedans, évidemment. Juste un mot pour finir, vos sources d'inspiration à vous, c'est avant tout les travaux de recherche, l'état d'avancée des Pour solutions moi, il y a technologiques. deux choses. Il y a vraiment d'observer les changemakers et de voir des gens qui, au quotidien, que ce soit dans l'éducation, dans l'énergie, dans l'agriculture, innovent. Et moi, je trouve que ces gens dont on ne parle pas, qui sont des pionniers, qui souffrent, mais qui sont aussi parfois joyeux, moi, c'est ma source d'inspiration. Donc, tous les personnages sont inspirés de ces changemakers que j'ai pu rencontrer. Et puis après, effectivement, des grands chercheurs dans tous les domaines, d'essayer d'aller fouiller dans des domaines que les gens n'ont pas fouillés pour ramener dans l'écologie des recherches, par exemple, sur l'inconscient, des recherches sur les rêves, des recherches sur l'anatomie, des recherches sur la biologie, pour élargir l'espace des solutions de manière à trouver des voies et des stratégies que l'écologie politique ou l'écologie pratique n'a pas encore, on va dire, explorées. Jean-Pierre Gou, je vous remercie. Merci infiniment. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.